Donc Sibian a été créé par Carlo Rivelli et Joël Dorolé. Je ne vais pas rester longtemps sur ça. Sibian, on est une société, on est un cabinet de conseil, on veille sur Internet. On est spécialisé que sur les sources d'informations ouvertes sur Internet. Donc ça peut être base de données, journaux. On se focalise un petit peu plus sur du blog et sur les forums et sur tout ce qui est, on va dire, informel. Donc on n'a pas d'outils à vendre. Les clients en fait nous demandent de les conseiller quels outils ils doivent mettre en place. Donc ça c'est bon. Comme on n'a pas le temps, les sphères d'internet vous connaissez, formel, informel. L'univers. Désolé, je passe très rapidement, hein, sinon bientôt je vais retrouver que les intervenants dans la salle. Alors je vais passer. Je passe rapidement un cas pratique. En fait, je me suis intéressé si je suis à ministère, à un groupe hôtelier qui veut s'installer au Maroc, donc je veux savoir comment est perçu le tourisme marocain. Je suis ministère du tourisme, communication, un hôtel, où je suis aussi un pays concurrent, un pays touristique concurrent du Maroc. Je veux savoir pourquoi le tourisme marche au fond ou marche pas au Maroc. Donc c'est quoi déjà le veilleur? Le veilleur c'est quelqu'un, bon c'est pas d'une seconde un veilleur, c'est quelqu'un comme vous et moi. Hein. La veille c'est juste un métier, c'est comme un commercial, c'est comme un marketing. C'est pas waouh, le veilleur. Ce n'est pas un espion, attention, hein. Il ne travaille que sur des sources d'informations ouvertes. Hein. Oubliez la Maserati et la Ferrari, j'en ai pas. Il ne travaille jamais seul, hein. C'est pas la veille c'est lui, c'est pas moi. Le veilleur en fait il est au milieu il anime en fait le réseau. Et quand je dis réseau, on pense souvent à un réseau externe, mais au fait moi je vous parle du réseau de l'entreprise, du ministère, de l'organisme où ce qu'il est. Il n'y a pas les sources d'information, il n'y a pas que Internet, il n'y a pas que les bases, il n'y a pas que les bouquins, les séminaires. Il y a personne, il y a ses collègues aussi. Ses collègues, c'est aussi une source d'information. Chacun est un capteur d'information. Alors imaginez, c'est comme si chacun était une cellule de veille autonome, il va chez lui, il regarde la télé, il écoute la radio, il a des amis, il peut donner au veilleur des informations, informelles certes, ça sera au veilleur de vérifier, mais chacun est un capteur d'information. Donc il ne faut pas oublier que le veilleur ne travaille pas seul. Et aussi, le veilleur ne peut pas tout connaître, il ne va pas valider toutes les informations. Il est toujours en relation avec ce qu'on appelle un expert. En fait, c'est quelqu'un qui se connaît dans le domaine, c'est tout. C'est une personne discrète et calme. Bon, il ne faut pas crier. Je mets tout le monde ne doit pas forcément connaître ce qu'il est. Il ne faut pas crier sur le toit quand c'est moi le veilleur de telle entreprise ou c'est moi le responsable de veille. Bon, moi je suis prestataire, donc j'ai intérêt à le crier. Mais un veilleur, on va dire, classique, pourquoi il n'a pas intérêt à le crier? Parce que si on sait que ce veilleur est le veilleur de telle ou telle entreprise, on pourra plus facilement lui transmettre des fausses informations. Lui qui croira peut-être avoir un scoop, il va dire ouais, dès que je vais rentrer dans l'entreprise, je publie ça. Et c'est peut-être une désinformation. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui. Si on touche cette personne-là, on sait que le décideur il va tout de suite être touché. Il doit être disponible. La veille, c'est pas 8h midi, 14h, 18h. Hein. Vous voyagez à l'avion, vous êtes en vacances. C'est juste une question de curiosité. Hein. C'est pas, vous n'allez pas toujours avoir votre micro-espion, votre radar pour entendre tout le monde. Mais je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en avion. Derrière moi, il y avait quelqu'un qui parlait d'un nouveau procédé technologique dans le BTP et tout. Ça m'a intéressé tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas dans le BTP, mais mon frère il a un cabinet d'ingénieur, il est ingénieur d'études. Quand je lui ai parlé, il m'a dit ah oui c'est ça a l'air un truc intéressant. Ce que j'avais fait dans l'avion, à la fin du voyage, je me suis déplacé vers la personne, je lui ai dit écoutez j'ai entendu ce que vous disiez, voilà je travaille avec Sibian. Après il m'a envoyé la documentation que j'ai donnée à mon frère, ça n'a rien à voir. Mais peut-être que la personne derrière moi aurait pu être, je sais pas, Datops, Digimine, Pertinence, et qui dit ah oui j'ai eu il y a un marché, Sibian avait postulé aussi, et en fait voilà pourquoi je vais l'avoir. Moi j'entends ça, j'ai déjà fait tout de suite Carlo Rivelli, je dis écoute tu vois ce qu'il faut faire si tu veux qu'on ait le marché. C'est pour ça que je dis au fait un diplôme veille ne suffit pas, c'est comme un commercial, c'est une vocation, n'importe qui ne peut pas être commercial, n'importe qui ne peut pas faire du marketing, ceux qui font de la publicité, il faut quand même avoir des idées, il faut aller très loin, penser, je sais pas, il y a des publicités qui sont super gênantes, on se dit mais le mec qui a pensé à ça, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, s'il est fêlé ou s'il est fou, mais je veux dire, c'est bien, il faut un diplôme, certes, mais je veux dire, il faut que dans ce diplôme on apprenne aussi, c'est pas que la veille, c'est qu'une méthodologie, c'est que des sources, c'est que de l'outil, mais c'est aussi un esprit, c'est un état d'esprit. Alors pourquoi
ce veilleur a besoin d'outils. On ne peut pas non plus tout automatiser avec un outil de veille. Bon, le schéma de la veille, ça vous connaissez très bien. Les définitions de besoin, par exemple, ça on ne peut pas l'automatiser. Ça, c'est de la matière grise. Si c'est pas le veilleur qui va définir le besoin, et quand je dis besoin, c'est un besoin réel. Parce que moi, quand je vais voir le client me dit je veux savoir tout sur tout dans toutes les langues dans le monde entier. Ah bah, si je fais une seule étude comme ça, je suis riche. Parce que le temps déjà que ça va prendre pour traiter tout, donc c'est impossible. Donc il faut savoir déceler c'est quoi ce besoin réel. Et là, en discutant avec le client, bah, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, qui gère l'information, comment l'information circule, qui diffuse l'information, qui prend les décisions. Donc ce qu'on peut automatiser un peu, c'est la recherche et le recueil d'informations. Oui, là on vous a gavé le text mining aujourd'hui. Donc le text mining, on le classe dans l'analyse. Pourquoi? Vous voyez que le cercle de l'analyse, il est moins large que celui de la diffusion et du recueil, parce que l'analyse, on ne peut pas non plus tout automatiser. Il faut bien lire ce qui est écrit. C'est bien, on peut avoir des outils qui peuvent être considérés comme des aides à la lecture, les résumés automatiques, les extractions de concepts nommés, mais il faut une lecture humaine à la fin pour valider ou non cette information. C'est pour ça que nous, on dit toujours que la veille, c'est 30% d'outils et 70% de matière grasse. Ça fait toujours plaisir aux veilleurs, c'est pour ça qu'on le dit. Donc, quel outil il va utiliser? L'outil, ça dépend de ce qu'il va faire avec. Est-ce qu'il va faire que des recherches? Est-ce qu'il va faire de la surveillance? Est-ce qu'il va surveiller un flux d'informations? Est-ce qu'il va faire des recherches multilingues? Donc, et là, la liste n'est pas exhaustive, parce que si bien on teste comme on n'est pas éditeur, on est obligé de tester régulièrement les solutions qui existent. Comme ça, lorsque le client nous dit, je veux mettre en place un outil de veille, lequel utiliser, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Et d'ailleurs, on a souvent, à tort, on dit, je fais une veille sûre, mais on confond toujours qu'au fait, je ne fais que de la surveillance. Il ne faut pas oublier que la veille, ce n'est pas que de la surveillance. La veille, c'est l'analyse et la diffusion aussi. Je dis, par exemple, moi, je fais une veille sur la CND. C'est quoi? J'ai pris un logiciel, je surveille sur le web, et je surveille le terme CND. C'est tout ce que je fais. Ça, c'est pas une veille, c'est juste une surveillance. Après avoir su ce qu'on va faire avec ce logiciel, après, il faut savoir qui sont les utilisateurs. Est-ce que c'est des utilisateurs qui sont un petit peu, on va dire, ils ont l'habitude d'outils informatiques? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'Internet? Est-ce que ça va être des utilisateurs donc débutants ou experts? C'est pas parce qu'une solution de veille, elle est super connue et très très sophistiquée qu'elle va répondre à nos besoins. On peut très très bien, on va dire, se casser la tête, prendre une solution, une Rolls-Royce comme on dit, mais finalement il n'y a personne qui utilise parce qu'on se rend compte que c'est pas vraiment ça, c'est pas ce dont on a besoin. Alors les solutions qu'on touche, attention, c'est pas que des solutions payantes, mais on teste aussi de bonnes sources. Là je vois il y a les dons des éditeurs qui sont un peu utilisés. Donc le cas du text mining, moi je vais pas donner d'exemple parce que vous en avez eu assez. Comment fonctionne le veilleur? Alors, donc il va surveiller des sites, des forums, des blogs spécialisés, il faut qu'il ait une vision globale du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette en fait à la place de celui qui va soit diffuser cette information qu'il recherche, soit se mettre à la place de celui qui va rechercher cette information. Parce que chercher une information, c'est Sibion, je tape Sibion. Ça c'est trop facile ça, sur des moteurs de recherche. Mais je me dis, mais Sibion, tiens, il fait des formations. Peut-être qu'il a fait des pages sur formation à la veille. Il fait du conseil. Peut-être qu'il a fait conseil en veille sur Internet. Il faut penser, en fait, il faut se mettre à la place de celui qui publie aussi l'information. Et ça peut lui donner des pistes de mots-clés. Il faut jamais répondre à un avis publié. Ça, c'est dans le cas où on surveille de l'informel, forum, blog. Je vois un commentaire qui dit que n'allez pas au Maroc, c'est des voleurs. Moi, en tant que Marocain, je vais répondre non, c'est pas vrai. Non, ça c'est une erreur. Parce que déjà, mon IP va être enregistré. Et moi, si c'est l'IP de Sibian, donc je devrais m'inscrire au chômage une semaine après. Parce que l'IP de Sibian, il ne va pas être effacé de ce forum. Sachez que la mémoire d'Internet, c'est pas une mémoire papier. Lorsque vous faites une information, vous faites une gaffe, je peux vous dire que vous pourrez courir le tour du monde. 3 années après, 5 ans après, on va toujours revoir cet IP de Sibian qui a publié que non, le Maroc, il faut pas y aller. Pire encore, je vais publier cette information, mais je ne vais pas signer mon numéro, je vais faire par exemple Patrice. C'est vraiment le mot et réflexe à avoir. Il faut toujours envoyer une analyse ou une synthèse.
Un veilleur n'envoie pas que des informations brutes. Je trouve les informations, je fais un copier-coller et tac, j'envoie mon rapport. Non, ça se passe pas comme ça. Un dissident, on dit toujours que le décideur doit prendre des décisions. Mais le décideur, si on dépasse une page, 2 pages, il va pas dire 3-4 pages, ce n'est pas la peine. Profitez et voir de nouveaux mots-clés. Donc une cellule de veille, c'est une cellule qui vit. C'est pas parce qu'on a installé une super cellule de veille qu'il faut la laisser tourner 3 ans. Et une veille, à chaque fois, il faut revoir les mots-clés, il faut revoir les sources. Est-ce qu'on est toujours dans les bonnes sources? Est-ce qu'on a toujours choisi les mots-clés? Pendant la navigation, je peux découvrir de nouveaux mots-clés. Il faut penser à mettre à jour la cellule de veille. C'est quelque chose qui vit. C'est comme, j'exagère un peu, mais c'est comme votre bébé. Vous faites une cellule de veille, c'est comme votre bébé. Si vous n'apprenez rien à votre bébé, il grandira pas. Et ne pas contacter de tiers concernés. Moi, je trouve quelqu'un qui dit que Ibis, l'hôtel d'Ibis, qui est à côté, je dis n'importe quoi, mais qui est à côté de Rabat Agdal, j'y étais, ça va pas. J'appelle mon copain qui est chez Ibis, je lui ai dit, tu sais, là, s'il devait que je gère, il dit ça. Non, il faut pas dire ça. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter tous ses copains ils vont inonder ce forum avec des messages anonymes, et du coup, le veilleur, il va plus savoir qui dit le vrai là-dedans et qui essaie de dire ça anonymement. Pourquoi faire une analyse aller plus loin? Donc, quand on voit un message, comme ça, c'est un message qui dit arnaque à Sawela. Ça, apparemment, c'est un touriste qui dit qu'il a été arnaqué à Sawela. Vous savez, ceux qui connaissent Sawela, il y a des petits restaurants poissonniers sur le port. Donc, il dit que bon, le prix affiché, c'est pas le vrai prix. Ce qu'il faut faire, c'est déjà lire tous les messages pour voir comment les gens réagissent déjà à ce commentaire. Est-ce que tout le monde confirme et dit oui, effectivement, c'est des arnaqueurs, donc c'est-à-dire que c'est important, il faut prendre ça en considération. Si la plupart des gens disent que non, c'est pas vrai, moi aussi j'y étais, que ça se passe bien, bon, ça va, c'est pas trop grave. Là, c'est un forum, c'est un site qui donne une note aux étoiles, qui donne une note à une liste d'hôtels marocains. Et donc, dans chaque hôtel, vous avez des cœurs, et nombre de commentaires. Donc, j'aime pas. Là, par exemple, j'ai aimé l'emplacement de Milan-Bien, un peu éloigné, j'ai pas aimé le style des années 60. Ça c'est des informations importantes. Faut pas oublier que le tourisme marocain, parce que là, on va me dire, c'est le cliché de toujours donner un exemple avec le tourisme marocain. Attention, le tourisme marocain, pendant les 9 premiers mois de 2006, c'est 40 milliards de dirhams. Donc, c'est 6 millions de touristes en 2006. Coupez touristes marocains, et là, je vous reverrai. Contrainte d'Internet, bon, il y a des informations. Ce qui est très important au niveau des veilleurs, il faut toujours qu'ils vérifient ce qui est dit. Alors là, par exemple, sur un message d'un forum, il y a quelqu'un qui dit tout ce qui est chocolat de marque Cadbury's, ils sont bons hein, d'ailleurs, a été retiré d'Europe car ça contient une forme de salmonelle, ferra, blablabla. Pour un prix, par contre, ce qu'il dit, c'est que au lieu de les détruire, ils ont inondé par des tonnes ces produits contaminés de tiers-monde, Tunisie, Algérie, Maroc. Imaginons que je sois Cadbury qui voulait ouvrir une usine en Tunisie, Algérie, au Maroc. Là, c'est foutu, moi je n'ouvre pas d'usine. Déjà, avant même d'ouvrir une usine, on attaque comme ça. C'est pas la peine. Quelqu'un qui fait de l'agroalimentaire, il va lire ça aussi, il va se poser des questions, il va se dire, oula, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais le pire avec celui-ci, cette personne-là, c'est qu'il a mis un lien. Vous voyez exact, inspection.gc.ca, donc c'est un site canadien. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans ce site canadien? L'information du fait que Cadbury contient de la salmonelle, c'est vrai. Ça, c'est une information vraie qui a été publiée par un organisme officiel canadien. Par contre, lui, ce qu'il a ajouté, et ce qui n'est pas vrai, c'est que le fait que des tonnes de ce chocolat contaminé avec la salmonelle aient été envoyées au Maghreb. Et ça, cette personne, c'est soit une personne bête, soit une personne très maligne. Bête, parce qu'il met une information sans la vérifier, ou alors très maligne, il met une rumeur et il met avec une source sûre, qui est un gouvernement canadien, qui est un bureau c'était l'agence canadienne d'inspection des aliments. Donc les gens vont se dire, il y a l'agence canadienne d'inspection des aliments qui dit ça. Et l'agence ne dit pas que le Maghreb a été inondé par ces chocolats contaminés. Cadbury contient de la salmonelle. Alors je me suis intéressé à cette personne, je dis tiens c'est qui j'ai retrouvé, il avait une page d'accueil, ils se font appeler les reporters sans limite presse révolutionnaire. Et donc pourquoi je me suis intéressé à cette personne?
C'est parce que c'est cette page que je dois surveiller de cette personne. Si je ne surveille que celle-ci, je ne vais avoir que les réponses à ce message. Mais vu le profil, on va dire, de la personne, c'est plutôt ça que je dois surveiller. Cette page-là. Parce que là, je verrai tous les messages qu'il va publier. Donc si aujourd'hui il dit que Cadbury's a inondé avec des chocolats contaminés le Maghreb, bah demain, je sais pas, peut-être qu'il va dire que l'ONCF utilise des rails usagés, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est ça que je dois surveiller. Ça c'est un exemple concret, en fait, parce qu'on dit toujours que la veille c'est anticipé. Je sais pas si vous connaissez le Gumball 3000, en fait c'est une course pour milliardaires. J'ai rien contre les milliardaires, hein, mais on s'inscrit au fait à cette course, je crois que c'est environ 40 000 € pour l'inscription. Bon, comme vous pouvez voir, ce n'est pas des Peugeot 106 hein, pour faire la course. Par contre, le problème, c'est que officiellement, ils disent qu'ils font la course dans plusieurs pays dans le monde. Hein. Ils font la course en respectant le code de la route. Mais là, on peut voir que le code de la route n'est pas du tout respecté. Il y a eu une édition qui s'est passée au Maroc. L'édition 2007 qui s'est passée en Macédonie a fait 2 morts. Au Maroc, ils ont créé un accident. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais n'empêche qu'ils mettent en danger la sécurité routière, la sécurité des conducteurs. Donc, ce qu'a décidé la Grande-Bretagne, c'est de surveiller tout simplement le site de ce Gumball 3000. Ils ont un site. Et à chaque fois, ils annoncent où est-ce qu'ils vont faire leur course. Et à chaque fois qu'ils annoncent, on va faire une course en Angleterre, la Grande-Bretagne met un dispositif de sécurité, il alerte tous ces gendarmes, tous ces polices, attention, telle date, vous allez avoir des fous du volant sur la route. Voilà, c'est bloqué. Donc les erreurs, ça j'ai condensé à la présentation, hein, je suis désolé. Donc finalement les erreurs à ne pas commettre, c'est un veilleur n'est pas un espion. Il ne faut pas croire que, qu'est-ce qui se dit, il faut que j'entends par vous. C'est quelqu'un comme vous et moi. Une méthodologie, un état d'esprit. Un dispositif de veille doit rester discret, sauf pour le prestataire. Un veilleur ne travaille pas seul, bien sûr, ça c'est très 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 important. Il ne faut jamais se dire c'est pas mon boulot, c'est lui le veilleur. Si je trouve une information intéressante, il faut que je la communique au veilleur. Bien sûr, il y a toujours la rétention de l'information. Je garde cette information pour moi. Comme ça, si jamais je fais une gaffe avec mon supérieur, je la sors, je dis ah mais tu sais, j'avais trouvé ça, mais dans la veille, l'information elle ne dure pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on ne la donne pas tout de suite, ça y est, c'est trop tard. Les outils sont indispensables, mais on ne remplace pas le travail humain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la veille c'est 30% d'outils, 70% de matérialistes. Donc un outil sophistiqué n'est pas forcément le mieux adapté. Vous avez vu avec les 2 tableaux, en fait, il y a énormément de fonctionnalités dans un outil de veille. Je peux vous dire franchement qu'il n'y a aucun outil de veille qui fait tout, hein, qui fait tout même s'il y a des outils de veille qui se disent on fait tout, ils essaient de faire tout, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un outil de veille qui fait tout le processus de veille, ça n'existe pas. Ne pas se contenter d'informations brutes, donc il faut toujours faire une analyse des synthèses, parce que faire des analyses et des synthèses incite les gens à lire votre rapport. Si j'envoie une information brute où il n'y a rien, c'est pas à moi de réfléchir et de tirer la conclusion de ça. C'est au veilleur de le faire et de préparer le terrain. Donc surveiller son anonymat, ne pas publier des informations sur des forums, sur des blogs, ne pas se laisser emporter par, on va dire, un esprit de nationalisme pour dire c'est quelqu'un qui insulte le Maroc, donc PAC, je vais l'insulter moi aussi, parce qu'il y a toujours les IP qui sont enregistrés. Mettre à jour régulièrement sa cellule de veille et poser toujours la question avant de chercher ailleurs. Posez toujours la question à son entourage, parce que peut-être que la personne qui est juste à 2 mètres de vous connaît déjà la réponse et vous avez passé 2 heures à chercher cette réponse. Donc, il y a en fait 5, bon, il n'y a pas 5, nous à Sylvie on se dit qu'il y a 5 facteurs clés de succès pour essayer de veille. Intégrer Internet dans sa stratégie, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est un capteur d'information, pas que le veilleur. Investir dans la pensée humaine, donc 70% matérialise. Cibler les recherches, on ne peut pas chercher tout sur tout dans toutes les langues dans le monde entier. Penser système, méthode et réaliser la synthèse opérationnelle. Il y a toujours un 6e facteur clé de succès, mais qu'on n'avoue pas, c'est de contacter Sylvie en fait. Voilà, merci. La présentation, elle est disponible à cette adresse. Et à cette adresse, vous trouverez des exemples d'études qu'on a faites. Voilà. Merci.